Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé de la crise européenne, on a parlé de la Grèce, de Chypre, de l'Espagne, etc. Mais on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas mis le focus sur les États-Unis. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur les États-Unis et sur ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le shutdown et le relèvement du plafond de la dette. Oui, enfin, quand on dit relèvement du plafond de la dette, c'est plutôt mieux creuser leur tombe. Hein. Ça me paraît plus juste, hein, parce que le plafond c'est en hauteur, alors que là il creuse encore plus profond. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et juste pour vous préciser qu'en fait là il y a deux problèmes avec les États-Unis. Un, les États-Unis sont dans une situation financière pire que celle de la Grèce techniquement. Ça c'est la première chose. Parce que d'une part, ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur le budget, hein, parce qu'il y a la raison pour laquelle il y a eu ce shutdown, c'est qu'en fait ils discutaient entre eux, hein, on l'a pas trop vu, on le voit simplement sur le tweet de quelques sénateurs. Il est question, si vous voulez, de faire des coupes sombres, encore pire que ce qui a été fait, si vous voulez, dans tout ce qui est aide sociale, et je pense notamment aux gens qui vivent uniquement avec les tickets de rationnement, les tickets alimentaires, ce qu'on appelle les food stamps. Hein, il y a à peu près un mois, j'ai donné déjà des informations sur mon site, en montrant que quelques États, il y avait déjà 3 ou 4 États qui voulaient supprimer à peu près 30 ou 40% du budget accordé aux gens qui ne vivent qu'avec des tickets d'alimentation. C'est un peu comme si nous on supprimait 40% des gens qui sont au RSA du jour au lendemain. Hein, voilà. Donc ça vous donne déjà une idée, si vous voulez, du problème auquel ils sont confrontés. Et vous ajoutez à ça la limite de la dette. Hein, c'est-à-dire que là, ils sont obligés de creuser encore plus profond, une dette qui, par définition, ils savent qu'ils ne peuvent pas rembourser, ils savent qu'ils vont sur le même chemin que la Yougoslavie des années 92, 93, 94, hein, Milosevic, hein, avec des billets de 500 milliards de dinars. Jovanovic, d'ailleurs, il s'appelait Jovanovic, c'est drôle. Hein, vous avez le billet sur mon site. Voilà, donc on s'achemine, si vous voulez, à cette situation, sachant que tous les autres pays, en fait, sont en train de retirer leurs billes, hein, littéralement des bons du Trésor américain, etc. Donc les Américains sont dans une impasse. Où que vous regardez, ils sont dans une impasse. Alors bon, si on revient un petit peu aux origines de cette crise, sans remonter trop loin non plus, on peut parler de la crise donc de 2008, Lehman Brothers qui coule, et puis donc la dette qui arrive, enfin qui est très importante pour les banques, et puis après la dette qui passe au public, et donc les États qui doivent renflouer, et donc les États qui s'endettent encore plus et qui sont aujourd'hui dans des situations absolument catastrophiques. Ah, absolument, c'est ce que j'ai montré dans le livre Black Masters. Là, pour le coup, il est vraiment d'actualité parce que c'est juste. Je voudrais revenir sur un point de détail qui est important. Cette crise, elle est le résultat des crédits défaut swap. Ça, c'est clair. Hein, on le voit, c'est clair, net et précis. N'oubliez jamais que la crise financière a commencé en 2006. Hein, c'est en 2006 qu'elle a commencé, que les prix des maisons ont commencé à baisser, et que c'est à partir du 2 janvier 2007 que, je crois que c'est 2 janvier, où la première banque, hein, vous avez la liste dans Black Masters, que la première banque immobilière a déposé son bilan. D'accord ? C'est très très important. Et donc, à partir du mois de janvier 2007, il y a eu toute une série de banques qui ont déposé le bilan les unes après les autres, et vous aviez, bien entendu, en France, les économistes, hein, sur BFM, hein, disant que c'était pas une crise qui nous concernait, hein, pour vous dire à quel point ils sont incompétents, ces gens. C'est quand même absolument incroyable. Voilà, et que nous ne serons pas affectés. Même Ben Bernanke avait expliqué que le public ne serait pas affecté par cette crise. C'est quand même génial. Voilà. La grosse banque qui a fait faillite, c'est Bear Stearns, c'était au mois de mars 2008, ne jamais l'oublier. Hein. Elle a été sauvée puisque le gouvernement américain a pris les fonds, enfin, par les garanties qu'elle leur a accordées, donc c'est des fonds publics, hein, donc vous voyez que la dette a été transférée déjà sur le public. Elle a forcé la JP Morgan à prendre Bear Stearns, dont Black Masters a hérité, entre autres. Ils ont laissé tomber Lehman, mais ils ont sauvé toutes les autres banques. Hein. Par des fusions. En France, on a vu la même chose. Sarkozy a fait des fusions. Hein, la caisse d'épargne, le groupe caisse d'épargne Natixis, etc. C'est le résultat de la faillite, hein, qui n'a pas été dite, qui n'a pas été dite clairement. La faillite a été cachée au peuple français.
en 2008. Ne jamais l'oublier. C'est très très important ça. À quel point les politiques français ont masqué la crise aux gens. Hein. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, nous payons littéralement tous les plans que Sarkozy avait mis en place à l'époque. Rappelez-vous, hein, les MES, les EFSF, qui sont des gros véhicules financiers dans lesquels l'Europe, dont nous, France, on a mis des milliards pour sauver la Grèce, l'Espagne, le Portugal, enfin les banques, c'est pour sauver. Et aujourd'hui, parce que Bercy a un temps de latence de 3 ans, d'accord? Donc, eh bien, les Français ont vu sur leur feuille d'impôt 2013, hein, ce que ça donne, combien ils payent en plus. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale. 1,5 million de Français qui payaient 0 euros se sont retrouvés avec des 400, 500, 800 euros à payer. Hein. Et aujourd'hui, extraordinaire, le Parti socialiste a voté la baisse du coefficient familial. C'est j'invente rien. Hein, voilà. Mais tout ça, c'est pour payer les banques privées en faillite. Un lecteur m'a donné un exemple. C'est comme si, vous savez, vous avez des joueurs de poker, toute sur une table, il y en a un qui a plus rien. Hein, il a tout perdu. Eh bien, il a le droit légal de taxer tous les autres joueurs, de prendre leur truc. C'est ce que va faire le FMI, hein, parce qu'il nous prépare une taxe globale de 10% à la chypriote. Hein. Voilà, donc déjà rien que ça, c'est hyper grave. Donc, et qui prend l'argent des autres joueurs pour se sauver lui-même. Quelque chose qui va pas. C'est du vol. C'est un vol légal auquel vous assistez aujourd'hui. Hein, et ça se matérialise sur les feuilles d'impôt. Hein, les Français en sont témoins. Alors si on reprend un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, l'état actuel des choses, apparemment on a trouvé un accord à minima entre républicains et démocrates, etc. pour sauver ce qui est sauvable, on va dire sauver Noël, pour que Noël se passe et que les gens puissent consommer. Et oui, ça sera un bis repetita à partir du mois de janvier. À partir de fin janvier, voilà, là ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'arriver à un accord pour sauver ce que les Américains, et qui c'est sacré pour eux, c'est la fameuse shopping season. Alors, vous avez tout le monde dans les centres commerciaux à faire les courses de fin d'année, le Noël, blabla, etc. Voilà. Mais le réveil va être très difficile, ça va être la gueule du bois, parce qu'au fin janvier, ils sont obligés de remettre ça. Le nouveau plafond arrive à échéance en février. Et juste pour vous dire, je faisais une association, parce que depuis 5 ans, 6 ans maintenant que je couvre cette dégénérescence totale du système financier mondial, c'est que les Américains, au début, il y avait 2 ans entre chaque abaissement du fond de la dette. Du fond de la dette. Et puis de 2 ans on est passé à 1 an, puis on est passé à 6 mois, puis maintenant vous avez vu on passe à 3 mois. Hein. Mais en fait ce que vous voyez là, c'est la fin du dollar. C'est la fin du dollar tel qu'on le connaît. Hein. Il y a 2 choses. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur le budget, ça je l'ai déjà dit. Et bien entendu, pour qu'il y ait un budget, il faut qu'ils se mettent d'accord sur le seuil de la dette. Hein. Et comme ils ne peuvent pas creuser éternellement, à un moment donné ou à un autre, ce sont les plus pauvres qui vont payer, c'est-à-dire qui vont se retrouver sans rien. Je pense notamment aux food stamps, hein, les tickets alimentaires, dont 50 millions d'Américains, je le rappelle, sont bénéficiaires aujourd'hui, 25 millions de ménages, ou 23 millions de ménages, je ne me souviens plus du chiffre exact, sur un pays qui compte 320 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si un quart des Français étaient au restaurant du cœur. Et ça choque personne. Hein, ça choque personne. Et Madame Haïm sur Canal+, sur iTélé, n'en parle jamais. Hein. Vous remarquez que c'est un sujet dont elle ne parle jamais. Alors, le moindre pet de travers d'Obama, tout de suite, elle est là en train de nous faire ses directs, etc. Mais elle ne parle absolument pas des vrais problèmes aux États-Unis, dont celui-ci, qui est le plus gros, à mon sens. Alors, on parle des tickets de rationnement pour les Américains. Justement, le système est tombé en panne. Le système de carte bleue spéciale EBT est tombé en panne pendant 1 ou 2 jours, et on a fait assister à des émeutes. Dans les supermarchés, absolument. C'est-à-dire que les gens... alors, je rappelle comment ça fonctionne, parce que c'est important pour les spectateurs pour le comprendre. C'est l'équivalent des tickets de rationnement pendant la guerre.
Hein. Sauf que bon, on est en 2013, donc on a fait des progrès en termes de monétique, et donc maintenant c'est une carte de crédit. Il y a marqué privilège d'ailleurs dessus, c'est génial. C'est le privilège des pauvres, ouais, c'est la visa premier pour les pauvres, vous voyez, non mais c'est drôle. Ils peuvent pas tout acheter avec en plus. Ah mais c'est drôle. Oui, ils peuvent pas acheter de l'alcool, je crois. Enfin, je sais que dans certains États, ils peuvent pas acheter de l'alcool. Donc, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont dépassé qui n'ont plus d'indemnité chômage, hein, quel que soit et qui n'ont plus de ressources, eh bien, le gouvernement américain leur donne cette carte qui s'appelle le food stamp. Ça leur permet d'aller dans un supermarché, de faire des courses, d'acheter à manger avec cette carte qui est débitée, etc. comme une carte Visa. Sauf que ce n'est pas traité par Visa, Mastercard, American Express, mais c'est traité par une compagnie qui s'appelle Xerox, l'inventeur des photocopieurs. Et je trouve ça assez paradoxal, mais finalement assez normal pour un pays qui fait que de la planche à billets. Hein, c'est Xerox. Xerox est tombé en panne. Si vous voulez, comme si ça présageait que les États-Unis tombent en panne avec leur planche à billets quelque part. Hein. Ils ont fait des mauvais backups et donc ça n'a absolument pas fonctionné. Donc les gens n'ont pas pu acheter à manger pendant 2 jours, grosso modo. Et ensuite, quand ils ont rétabli le système de toute urgence, ils n'avaient plus aucune limite. Et donc on a assisté cette fois à des émeutes dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand les gens ont vu les pauvres, hein, les ultra pauvres ont vu qu'ils pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient, ils ont rempli leur caddie, genre Mont Blanc, vous voyez, c'était un rabord. Hein, voilà. Donc les Américains marchent sur la tête là. Et comme le notait, je ne sais plus quel éditorialiste, je crois que c'était Zero Hedge qui avait noté ça, tous ces millions de gens dépensent l'argent des autres. En plus, c'est ça qui est intéressant, hein, parce que le système est arrivé à son immobilisation techniquement. Quel impact aura ce shutdown qui a duré 2 semaines aux États-Unis sur l'Europe, la France, le monde? Est-ce qu'il y aura un impact à votre avis? Le pire des impacts a été médiatique. Hein. Le pire des impacts a été médiatique parce que n'oubliez pas, moi ce que je vois depuis à peu près, depuis que je fais la revue de presse depuis février 2008, hein, je précise, les Américains, enfin les médias anglo-saxons, je pense notamment à Reuters, AP, etc., ont toujours fait ont braqué les projecteurs sur la Grèce. Hein. La crise financière, c'est la faute des Grecs, surtout pas à cause des subprimes. Les Grecs sont des tricheurs, hein, ils ont manipulé leur compte. En mettant au passage de dire que c'est Goldman Sachs qui a manipulé ça pour eux, mais bon, on va pas, hein, ceci ne nous regarde pas, comme on dit. Voilà, ceci ne nous regarde pas. Voilà. Et d'un seul, si vous voulez, les projecteurs mondiaux se sont braqués sur les États-Unis en montrant que leurs problèmes financiers étaient encore plus graves que ceux de la Grèce. Mais vous avez quand même remarqué qu'en France, là aussi, France 2, BFM, iTélé, se sont bien gardés de en parler. Hein. Vous disiez que c'était un problème de budget. Oui, c'est un peu comme 2 comptables qui seraient pas d'accord sur dans quelle case on va mettre telle écriture. C'est comme ça que ça nous a été présenté la crise américaine. N'oubliez pas. Hein, reprenez les images de mais c'est surréaliste. C'est absolument surréaliste. C'est un pays qui est en faillite totale. Ils sont en faillite totale. Ils sont proches de Weimar là techniquement. Hein, et donc, la Chine, la Russie et tous les autres pays, en fait, sortent du delà. Hein, ils essaient de sauver tout ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Mais je suis pas certain que notamment les Chinois pourront sauver tout parce qu'ils sont quand même les premiers créditeurs des États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même un impact sur nous, c'est-à-dire, la toute mini croissance qu'on a en France, 0,2% cette année, on s'attend à 1% l'année prochaine. Est-ce que ça risque d'être cassé? Quelle croissance? Vous avez eu une croissance? Bon, c'est les chiffres qu'annonce le FMI, 1% pour l'année prochaine. Bien sûr, non mais justement, c'est trop bien que vous parliez du FMI, parce que s'il y a croissance, alors qu'on m'explique pourquoi on a cette note technique du FMI qui prépare, techniquement c'est le cas de le dire, hein, parce qu'ils préparent toujours, ils amènent toujours des textes anodins, on l'a vu avec Black Masters, hein, c'était toujours des textes anodins, hein, qui étaient publiés, contresignés dans des bulletins extrêmement confidentiels entre banquiers financiers. Donc le FMI se prépare à conseil de saisir 10% de l'épargne des Européens, des Français donc. Si la crise est derrière nous, pourquoi est-ce que le FMI veut saisir 10% de votre épargne ou de l'épargne de vos spectateurs?
Hein, et s'il y a une progression comme nous dit l'INSEE, etc., enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Ouais. Il y a une sérieuse contradiction, on va dire. C'est pour revenir au taux de dette de 2007, pour que ça soit un peu plus acceptable. Voilà l'explication. Non mais attendez, ça s'appelle du vol. Je rappelle, ça s'appelle du vol. Hein, en anglais on dit point blank, hein, c'est-à-dire on vous pose un revolver sur la tempe, hein, et on prend votre porte-monnaie. C'est exactement ce que veut faire le FMI. C'est ce qui s'est passé à Chypre. Chypre a été une répétition. Hein, mais j'étais là-bas, je l'ai vu. Je l'ai touché du doigt, j'ai discuté avec les Chypriotes, les chefs d'entreprise. J'étais aux conférences du ministre du ministre des Affaires étrangères qui a répondu à la presse étrangère à l'époque sur toutes ces histoires bancaires. Mais les mecs, mais ils étaient... enfin, ce que j'ai vu, c'est hallucinant, quoi. C'est absolument hallucinant. Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas, l'Allemagne envoyait des Airbus entiers remplis de billets de banque pour que les Chypriotes puissent avoir des billets dans leur... Hein. Mais malgré tous ces avions, ils ont été obligés de fermer toutes les banques pendant une semaine ou 15 jours, je me souviens plus si c'était une semaine ou 2 semaines maintenant. Alors après les bons d'alimentation pour les Américains, on va parler aussi des distributeurs, puisque apparemment, à partir du 17 novembre prochain, si j'ai bien vu l'information, on va bloquer les systèmes électroniques de retrait, enfin à la Chase Bank apparemment. Limite les retraits. On va limiter les retraits. Alors ça c'est plutôt inconcevable pour les Américains. Totalement inconcevable pour les Américains. Ah, ça les Français sont habitués maintenant, hein, avec la banque postale qui leur quand ils vont à la banque postale, donnez-moi 3000 euros, ils leur rient au nez. Maintenant c'est 300 euros. J'ai des photos, je peux même vous en donner une, hein, sur mon ordinateur. Je vais vous la donner. Ça illustrera très bien le cas de l'un de mes lecteurs qui n'a pu retirer que 300 euros. Parce que la fille elle le dit, mais monsieur, vous plaisantez, 1000 euros, mais vous plaisantez. Je vous donne 300 euros. Dans le genre, je vous fais une grâce, quoi. Ah. Alors que là, le mec, il a son compte pas créditeur, il veut de l'argent, prendre son argent, il ne peut pas. Donc vous voyez que les Européens ont déjà instauré toutes les lois techniques pour empêcher les Français de retirer leur argent. Parce qu'ils savent que le système va s'écrouler et que les gens vont se précipiter dans les banques pour retirer leur argent. La banque postale est une banque en faillite à cause de Dexia, entre autres. Mais il n'y avait pas que ça. Pour les Américains, eux, c'est quand même une première, on va dire. Bah, que JP Morgan Chase empêche les gens de faire des virements à l'étranger. Je vous signale que la banque postale, que Société Générale, etc., c'est ce qu'ils font. Hein, on a vu les plafonds. J'ai des chefs d'entreprise qui suivent le blog depuis quelques années et qui m'expliquent comment ils ont vu leur plafond baisser de virements vers l'étranger. Hein, parce que ils sont chefs d'entreprise, ils achètent des tubes en Allemagne, en Autriche, ils achètent des produits secondaires dont ils ont besoin eux pour monter leurs produits. Et ils ne peuvent plus faire de virements. Ils ont été obligés de changer de banque, quitter la banque postale, par exemple, hein, pour pouvoir faire des virements normaux. Hein. Les limites quotidiennes ont été abaissées. Vous ne pouvez pas faire un virement de 10 000 euros. Vous êtes obligé de le fractionner par 3. Vous imaginez, ça vous multiplie votre travail de votre comptable par 3. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. En France, c'est déjà le cas, et puis c'est bien serré. Hein. Alors que là, vous voyez, c'est les limité à ça. Eux, ils ont abaissé leur première limite, c'est 50 000 $. Ça va encore, mais bon, pour les Américains, c'est quand même... Si vous allez à la banque, vous dites, donnez-moi 50 000 $, 70 000. Ah non, monsieur, on est limité à 50 000. Ou les Français vont à leur banque postale, donnez-moi 5 000 euros. 5 000, pas 50 000. Ah non, monsieur, c'est 300 euros. Alors, je sais que certains lecteurs me disent... ce qu'ils oublient de dire quand ils peuvent retirer, c'est qu'ils ont 70 000 euros de sur leur compte courant, et que là, les mecs, ils voient que c'est un gros compte, donc ils leur permettent de sortir. Mais les Français normaux, entre guillemets, qui ont quelques milliers d'euros devant eux, hein, ils limitent, ils les empêchent de sortir l'argent. Parce que ces banques ne survivent que par le salaire mensuel versé chaque mois, quoi. Mais on va de plus en plus, hein, c'est un entonnoir pour moi. Cette crise économique, c'est un entonnoir qui... Vous voyez, qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est des chaises musicales hein, voilà. Puis à un moment donné, ça va se terminer dans une guerre civile. Voilà. Alors, c'est peut-être pas anodin que les retraits soient limités à la Chase Bank, puisqu'on apprend que la JP Morgan Chase a accusé une perte nette de 380 millions de dollars ce trimestre, alors que à la même époque l'année dernière, ils avaient un bénéfice de 5,71 milliards de dollars. Il me semble d'ailleurs change à la JP Morgan. Il me semble d'ailleurs que c'est les premiers, ce sont leurs premières pertes historiques. Hein, il y a un mois, j'avais expliqué dans une vidéo, dans un entretien, pourquoi la JP Morgan est en train de mourir.
c'est Goldman Sachs, s'il y a une guerre entre Goldman Sachs et la JP Morgan. La JP Morgan, en ce moment, d'une part, avec tous les procès qu'elle a été obligée de provisionner, je sais plus, je crois que c'est 20 milliards ou 200 milliards, enfin des sommes absolument délirantes, juste pour payer les avocats, hein, et bien entendu les amendes, voilà. Donc tout, un tiers de ce qu'ils gagnent, je ne sais pas si vous réalisez, un tiers de ce qu'ils gagnent, ils sont obligés de le provisionner pour le procès et pour les avocats. Si c'est pas une banque d'escrocs, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Ouais, ils évitent les procès, ils achètent quoi, ils achètent la paix. Ils achètent, mais en même temps, ils sont en perte maintenant. Bah, je veux dire, vous pouvez pas provisionner. De toute façon, la banque, n'oubliez pas, la JP Morgan, déjà a expliqué qu'elle sortait des opérations inter-européennes, première chose. La Chaise a expliqué qu'elle ne ferait plus, ceci est à mettre en liaison avec cela, pardon. Elle ne fera plus de prêts étudiants à partir du 1er octobre 2013, donc on y est. Hein, du jour au lendemain, hein, plus de prêts étudiants, plus de prêts. Donc vous voyez que la Chaise a des problèmes de liquidité. C'est ça que ça veut dire. Elle a des problèmes de liquidité, exactement comme la BNP, la Société Générale, surtout Crédit Agricole, et bien entendu Banque Postale. Hein. Ça commence comme ça. En France, j'ai vu la BNP empêcher les gens de retirer leur argent à partir de décembre 2007. C'est ce qui m'avait d'ailleurs mis la puce à l'oreille. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Je me souviens pertinemment être allé à la banque. J'ai voulu retirer, je sais plus, 1500 € pour les cadeaux de Noël ou un truc comme ça. Et la fille au guichet m'a empêché elle m'a dit non monsieur, au-dessus de 1500 €, il faut demander 48 heures à l'avance. Je dis mais attendez, depuis quand il y a 40... C'est quoi, on est dans une banque, je comprenais pas. Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à regarder ce qui se passait dans la presse financière. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'une grosse arnaque se préparait. Quand une banque vous empêche de retirer votre argent, il y a un problème, par définition. Alors, puisqu'on est revenu sur la France, on va peut-être parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui ici, peut-être de parler de l'automobile, puisque l'automobile se porte mal. Apparemment, Renault remonte un petit peu grâce à Dacia, mais bon, le groupe est quand même en suspens, on va dire. Par contre, pour Peugeot, c'est la descente continue. Apparemment, ils sont vraiment encore en déficit. On peut peut-être parler un petit peu de ça. Bah, il y a un syndicaliste CGT qui avait expliqué il y a à peu près un an ou un an et demi que si PSA était dans cette situation, c'est parce que les Américains ont empêché PSA de vendre des voitures à l'Iran. Hein, voilà. Donc les Américains ont ensuite demandé à Renault de ne plus vendre de voitures à l'Iran. Et puis maintenant qu'ils ont empêché tout le monde de vendre des voitures, eux, du jour au lendemain, en fait, ont commencé à donner des permissions aux sociétés américaines de vendre à l'Iran. Vous voyez, c'est une volonté délibérée d'exposer PSA pour laisser la place à Chevrolet. Hein, je vous signale que si vous regardez la descente de PSA, elle correspond à l'augmentation des spots publicitaires sur les télévisions françaises de Chevrolet. Hein, elles sont en hausse. Alors, étudiez bien les deux trucs. Hein, donc, comment dire, Peugeot va être balayé, techniquement. Enfin, c'est ce que veulent les Américains, du moins. Parce que ça permet à Chevrolet de prendre une bonne part du marché français, entre autres. Et ça va obliger l'État français de mettre au pot chez Peugeot, parce qu'ils veulent sauver absolument le groupe. Donc ils vont vendre une partie d'EDF pour récupérer une partie de Peugeot. Mais c'est n'importe quoi, c'est notre soumission aux États-Unis. Les Américains vous disent, vous ne vendez pas là, vous avez une bande de politiques qui sont tellement soumis aux Américains et à l'Europe qu'ils obéissent. Je veux dire, du temps de Gaulle, ça aurait été impensable, une chose pareille. Enfin, du temps où il y avait un État français digne de ce nom, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, mais c'est scandaleux. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est scandaleux. C'est surtout les salariés de Peugeot et de Renault qui devraient se poser des questions là-dessus. C'est le résultat de la libération globale qui a été mise en place par Balladur. Hein. C'est-à-dire que tout ce que les Français ont payé, hein, je pense notamment à EDF, hein, toutes les recherches dans le nucléaire, etc., ce sont les impôts des Français. Hein, ce sont les Français qui ont financé tout ça. Et on le vend, hein, sans aucun problème à des sociétés extérieures, à des Chinois, etc., des Américains, à Blackstone, à BlackRock, à Dieu seul sait qui.
Regardez comment la Poste a été vendue. Hein. C'est un exemple typique. Regardez les pompes funèbres générales. Hein. Je l'ai donné dans une autre interview. Ce sont les Américains maintenant qui prennent leur dîme sur chaque enterrement des Français. Donc ça me paraît normal que les Chinois ou des Américains prennent leur dîme sur chaque fois que les Français ouvrent leur compte, ouvrent leur lumière. On n'est plus surpris de rien aujourd'hui. Le monde entier est devenu juste une place de marché où hein, on vend au plus offrant. Hein. Et pendant ce temps-là, notre armée est détruite. Hein, il y a 25 000 licenciements à venir là. 25 000 licenciements. On peut aussi parler de la presse qui se porte mal, Lagardère. Bah, Lagardère a annoncé aujourd'hui, justement, parce que M. Moscovici nous a expliqué il y a 2 jours qu'il voyait des signes de reprise. En tout cas, chez Arnaud Lagardère, il doit pas le voir, hein, parce qu'il a annoncé 400 licenciements dans son groupe média, notamment dans Psychologie Magazine. Il vend, Psychologie Magazine, Automoto et Paris Première, Ciné Première, je sais pas quoi. Et il a expliqué que s'il ne vendait pas, si ces titres n'étaient pas cédés, il serait fermé purement et simplement. Donc tout le monde à la porte. Voilà. Donc il y a déjà 400 licenciements. France 2 va licencier. Je ne sais plus quel est le chiffre, 360. 360 Air Liquide licencié. Enfin, ça n'arrête pas aujourd'hui. C'est tous les jours. Et c'est surtout ce que vous devez voir, si vous voulez, c'est toutes les petites entreprises qui, elles, n'apparaissent pas dans ce... Hein, parce que à la télévision, vous ne voyez que les images, vous savez, quand il y a des gros licenciements, par exemple en Bretagne, quand vous avez 300 personnes qui viennent, qui se réunissent, qui font grève. Donc là, France 3 se déplace. Mais France 3 ne va pas se déplacer dans la petite PME de 15 personnes, hein, où ils vont licencier 7 salariés. Ils s'en foutent complètement. Pourtant, ce sont ces entreprises-là qui sont les plus nombreuses en France, et c'est elles qui licencient également. Ça représente 90% du tissu français. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein, et aujourd'hui, vous avez grosso modo 2000 emplois qui sont perdus par jour. 1000 dans le secteur industriel, comme on a vu en Bretagne, etc. Et vous avez grosso modo 1000, ou on va dire 800 à 1000, ça dépend des jours, on va dire, du secteur tertiaire, c'est de tout ce qui n'est pas industriel par définition. Mais on vous dit que vous avez vu que les chiffres du chômage sont complètement bidonnés, comme aux États-Unis. La dernière modification était encore plus extraordinaire parce qu'on nous a dit que c'était à cause de SFR. C'était génial, hein, que les chiffres étaient faux, etc. Non, mais vous avez vu que les médias ont peur en disant le chômage a été arrêté, mais qu'après ils n'ont pas autant parlé, quoi. J'espère quand même que Lagardère va rendre les sous qu'il a touchés de l'État quand même, parce que tous les journaux, tous les magazines touchent des sous de l'État et pas qu'un peu. Donc s'ils touchent pas ces sous, ça fait belle lurette que pas mal de titres auraient coulé. Allez sur mon blog, allez sur le site, vous allez voir, on a découvert, tiens, il y a Courrier International, Groupe Le Monde, licencie un tiers des salariés, journalistes, rédacteurs, etc., traducteurs. On découvre que Courrier International était grassement payé par l'Union Européenne, je crois que c'est 3 millions par an, ou 4 millions, je ne sais plus, pour traduire des sites de l'Union Européenne. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner que le groupe Le Monde voit l'Europe avec les yeux de Chimène. Hein? Bah évidemment, ils sont payés 3 millions par... Non mais attendez, mais c'est dingue. Il n'y a pas suffisamment de traducteurs à l'Union Européenne pour tenir un site, pour traduire quelques articles de papier. Non mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Vous voyez bien que ce sont des moyens détournés pour faire tenir un groupe de presse. C'est ça qu'il faut voir. Non, moi je vois vraiment, allez sur le site, regardez bien cet article. Je sais plus comment il est intitulé, enfin vous pouvez le montrer, mais c'est fascinant. C'est fascinant. On découvre en fait que l'Union Européenne paye un grand groupe de presse comme Le Monde. Alors c'est sûr que vous ne verrez pas dans le monde des grands papiers contre l'Europe. Hein. Voilà. Une petite conclusion par rapport aux échéances qui vont arriver en France, avec notamment les élections européennes. On s'attend à un raz-de-marée contre le gouvernement, contre le PS, contre l'UMP aussi peut-être. De toute façon, on a vu les élections, hein, on a vu que y a une fronde générale, que personne ne suit les élections à Marseille nous l'ont bien montré, hein, avec la victoire de comment Madame Galli a éliminé, hein, la favorite, hein, on va dire
C'était même assez drôle d'ailleurs, qui était persuadée qu'elle serait élue les doigts dans le nez, tranquille, hein, et elle a été balayée par les gens du Parti socialiste. Donc vous voyez qu'il y a une révolte déjà au sein même, à la base du PS. Mais je pense en effet que les élections municipales et européennes vont voir une révolte des Français qui vont voter massivement Front de gauche et surtout Front national. Ça sera une révolte totale contre les deux partis en place. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, parce que on a vu que ces deux partis politiques sont incapables de piloter le pays, d'une part parce qu'ils n'ont pas les clés, c'est Bruxelles qui a les clés. Voilà. Donc la réalité, elle est aussi simple que ça. Et j'espère très sincèrement qu'aux élections européennes, que le PS et l'UMP seront balayés littéralement, de manière à ce qu'il y ait une forte présence d'opposition à l'Europe de la part des Français, enfin qu'on ait des Nigel Farage, nous aussi, à Bruxelles. J'espère, c'est surtout sur les européennes que j'attends la grande révolte des Français. Mais vous savez, d'ici là, il peut se passer tellement de choses. J'estime, moi je ne comprends même pas qu'on soit arrivé à la fin 2013 sans que le pays se soit arrêté dans des révoltes. Quand vous voyez ce que fait le gouvernement de gauche, le Parti socialiste, par exemple, baisser le coefficient, je vais y arriver, le coefficient familial, ça aurait été le gouvernement de droite, Sarkozy ou Fillon auraient fait ça, mais le PS et le PC et le Front de gauche auraient mis tout le pays dans la rue. Je veux dire, vous aurez vu des affrontements avec les CRS, je veux dire, tous les 2 jours. Et là, vous voyez qu'il suffit de dire que vous êtes de gauche et vous entubez tout le peuple. Et le peuple ne réagit pas. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Il sort de la grenouille dans le. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment les Français se laissent faire avec le PS et pas avec le MP. Je ne comprends pas. J'arrive pas. Pourquoi deviennent-ils tout d'un coup aveugles quand c'est le PS qui est au pouvoir? Je ne comprends pas ça. C'est un truc qui m'échappe totalement. Et j'ai voté Hollande. J'ai voté Hollande par haine de Sarkozy, parce que j'en pouvais plus. Mais je me rends compte, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, mais au moins le vote, c'est la dernière chose qui me reste pour manifester mon mécontentement. Donc c'est pour ça que j'attends avec beaucoup d'impatience le vote de Marseille. Est-ce que vous avez une conclusion pour cette vidéo? Je dirais, vous savez, cette crise n'a pas encore de conclusion. Mais vous voyez que le cirque avec les Américains va recommencer, donc comme on l'a vu tout à l'heure, fin janvier, début février. Voilà. Et là, je pense que même s'ils se mettent d'accord sur un budget, ça sera au détriment de 50 millions de gens qui sont payés à rien faire. Mais nous aussi, nous payons tous ces chômeurs. Vous savez, on est obligé de s'endetter tous les 2 jours. On est obligé d'emprunter sur les marchés financiers pour payer les RSA, pour payer les chômeurs. Je ne sais pas pendant combien de temps on va pouvoir... ce n'est pas possible de continuer ainsi. C'est strictement impossible. Je pense que la France va tomber l'année prochaine. Enfin, quand je dis la France, c'est au niveau des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt vont littéralement s'envoler. Pour moi, de toute façon, la France, je veux dire, tout le système s'est arrêté déjà depuis en septembre 2008. J'ai pas changé. Et tout mon discours vous voyez que ça devient réalité chaque jour. Aujourd'hui, on paye sur votre feuille d'imposition. Vous avez vu tout ce que Sarkozy a donné pour le sauvetage de la Grèce sur les MES, FSF, etc. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est absolument scandaleux. Donc, vous ne pouvez pas raser les gens éternellement. Vous ne pouvez pas les tondre éternellement. Ce n'est pas possible. On voit déjà les trucs de révolte de la part des Français. On voit quand vous voyez un médecin, 5 enfants, obligé de déménager à 100 km pour payer un loyer moins cher parce sinon il peut plus nourrir ses enfants à cause de la hausse des taxes et tout le tintouin. C'est un médecin, c'est pas un ouvrier salarié avec son SMIC. C'est un médecin libéral. Il gagne quand même bien sa vie, mais il ne gagne plus bien sa vie. C'est-à-dire que l'ensemble de la classe moyenne française, et même la classe supérieure, commence à être décimée littéralement. Donc vous voyez bien qu'on est arrivé, si vous voulez, à une certaine limite. Mais en même temps, je vous dis, j'ai été à Chypre, j'ai vu que les Chypriotes n'ont pas réagi,
ils se sont fait voler, hein, violer, etc. Et ils n'ont pas bougé. Hein. Alors, peut-être que cette situation peut continuer comme ça pendant encore un temps, je sais pas. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, si vous prenez 10 personnes, 8 personnes, 4 personnes perdent leur travail, les 6 autres sont contentes de garder le leur. Et elles vont pas se prendre la tête. Vous avez 6 personnes qui perdent leur travail, vous avez 4 autres qui travaillent. Vous savez, c'est comme dans un truc de rameur, hein, vous voyez. Et puis, à un moment donné, quand vous avez plus que 2 personnes qui travaillent et 8 qui sont au chômage ou qui touchent à un moment donné, si vous voulez, ça bascule. Ils ne peuvent plus avancer. Donc, et c'est là où les problèmes véritablement commencent. Et le budget de la France vous montre que nous allons droit dans le mur. On ne peut pas emprunter éternellement pour payer que des chômeurs. On rappelle quand même que l'intégralité de l'impôt sur le revenu, va sur la, paye les intérêts de la dette aujourd'hui en Non, France. c'est même pas suffisant. L'impôt Ça dépasse. L'impôt levé, l'impôt sur le revenu ne suffit pas à payer la dette. Les intérêts de la dette. Oui. Non, donc ça ne suffit pas. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors on va chercher tout ça où? Et en plus avec tous les licenciements que vous voyez chaque jour, bah je suis désolé mais vous voyez bien que le système est arrêté. Hein. On est dans une situation, les Français vont se transformer en Grecs avec 30% de leurs revenus en moins. Hein. Avec tous ces impôts nouveaux, perceptions, enfin, je veux dire, tout le monde le voit maintenant. Tout le monde le voit. Hein. On termine là-dessus, même si c'est une note assez pessimiste. Non mais attendez, j'ai toujours dit ça. Hein, en tant que journaliste, mon rôle n'est pas d'essayer de transmettre. Enfin, je veux pas jouer à France 2 hein, ou à BFM hein, à tout prix vouloir vous dire que que le fabricant de gruyère au fin fond de la Savoie se porte bien et qu'il est très content de ses fromages comme on le voit sur TF1. Hein. Je pense que le rôle d'un journaliste, c'est de donner les nouvelles telles qu'elles sont et pas d'essayer de faire de donner du bonheur ni du malheur d'ailleurs. On donne les infos et on voit la faillite du système médiatique aujourd'hui. Les journaux ne s'achètent plus, les gens n'achètent plus les journaux parce que ils ne les ont pas informés tout simplement. N'oubliez jamais, le groupe Le Monde en 2008-2009 a dit que cette crise durerait 3 mois. Parce que M. Mank était membre du directoire du Monde, du journal Le Monde, n'oubliez pas. Donc il a ses entrées au Monde. Hein. Le Monde était le journal qui a toujours dit que cette crise ne durait pas longtemps. Il suffit de regarder leur couverture média de la crise 2008-2009, c'est n'importe quoi. Vous voyez à quel point les médias sont vendus, racontent n'importe quoi aux Français. Les Français ne leur pardonneront pas ça. Et c'est pour ça que leurs ventes sont en baisse. Libération est passée en dessous de la barre des 100 000. Ah, j'ai vu ça. Libération est en dessous de la barre des 100 000. Mais c'est normal. Hein, à force d'être l'organe du Parti Socialiste, de prendre systématiquement position pour la gauche caviar, c'est sûr que les Français ne s'y reconnaissent pas. La gauche caviar, je rappelle, c'est uniquement 500 personnes à Paris. Hein. Voilà, dans le 7e arrondissement, hein, et puis dans le Marais. Et Monsieur Pierre Berger, bien entendu. Merci Pierre. Merci à vous, capitaine. À bientôt. À bientôt.